il faut aussi commencer à travailler sur un plan de règlement du problème palestinien. On ne peut pas traiter cette question-là et améliorer nos rapports avec les États-Unis et les pays européens principalement, mais sans que nous disions comment nous voyons le règlement de ce problème. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yochanan Manor. Yochanan, bonjour, Boker Tov. On a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu cette situation. On va dire elle est complexe, cette situation, il faut bien l'avouer, à la fois sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, en politique intérieure également. On va commencer, on va dire, par le commencement et par la situation sécuritaire. On le voit, Yochanan, au cours des derniers jours, l'armée israélienne a pris par surprise le Hamas à l'intérieur de l'hôpital Shifa et a obtenu des résultats extrêmement encourageants. 300 terroristes qui ont été arrêtés. Mais le fait même que l'armée ait eu besoin de revenir dans cet hôpital Shifa, alors que l'on pensait, tout le commun des mortels, on va dire les Israéliens en général, avaient le sentiment que cet hôpital Shifa avait été nettoyé de tout terroriste, c'est la preuve que finalement le Hamas n'est pas encore parvenu au breaking point quant à ses capacités et que finalement il arrive à se réorganiser, y compris dans des endroits stratégiques comme cet hôpital. Oui, c'est la situation. Et la question que vous posez, c'est en fin de compte celle de savoir si Israël peut parvenir ou parvient ou est en train de parvenir à démilitariser la bande de Gaza. Ça c'est... Alors, ma réponse est oui, mais bien entendu, ça va prendre du temps. Et le point de comparaison, c'est ce qui s'est passé lors de la deuxième intifada. Il a fallu plus de 3 ans pour la réduire. Et là, dans la bande de Gaza, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. D'abord, c'est beaucoup plus armé, beaucoup mieux organisé, avec toute l'histoire des tunnels, n'est-ce pas ? Mais malgré tout, Israël, ces dernières semaines, semble prendre dessus parce qu'il change de tactique. Et le but, c'est pas seulement d'éliminer le maximum, c'est de trouver tous les centres de commandement qui se sont réorganisés, qui se sont déplacés, et d'arriver par des opérations ciblées, en utilisant les renseignements obtenus, de les neutraliser. Et donc, ça donne espoir que le temps nécessaire pour parvenir à cette démilitarisation, ça va être moins que ce que ça a pris pour la deuxième intifada, à savoir 3 ans. Oui, mais ça va être moins que pour la seconde intifada, mais c'est tout de même un délai extrêmement long, et on le voit en tout cas. C'est un délai le délai de 6 mois depuis que la guerre, c'est rien du tout. Oui, pour l'État d'Israël, c'est rien du tout, on va dire en tant que tel, mais on le voit pour la communauté internationale, c'est déjà beaucoup trop long. Attendez, excusez-moi Daniel, mais avant de passer à la communauté internationale, il faut passer à ce qui se passe sur le terrain, parce que ça commande tout. Comme on dit, votre question de savoir est-ce que Israël est en mesure ou est en train de démilitariser, de démanteler la force militaire du Hamas, moi je pense que oui, mais ça va encore prendre du temps, d'autant plus qu'il y a des problèmes spécifiques auxquels il faut trouver des réponses, n'est-ce pas ? Les réponses, c'est qu'est-ce qui se passe avec un endroit qu'Israël n'a pas vraiment encore traité, c'est Khan Younis, où il y a plus d'1 million de réfugiés. Non, vous voulez dire Rafia. Qui jouxte la frontière à l'Égypte. Et nous savons que l'axe de Philadelphie, qui est capital pour assurer cette démilitarisation, l'Égypte a son mot à dire. Et c'est pas facile d'obtenir son assentiment. Et ça aussi, c'est nécessaire. Donc, tout n'est pas réglé, mais c'est en meilleure voie. Et je crois aussi que le modus operandi militaire a changé. Et donc, c'est pas évident qu'il soit nécessaire, je m'avance un peu parce que je me fonde pas sur des opinions d'experts militaires, mais sur mon sentiment général, j'ai l'impression qu'on est en train de trouver des réponses sans avoir besoin de faire ce que nous avons fait à Gaza, même dans la ville de Gaza et de ses cités autour de Gaza. Et donc, je pense que la démilitarisation est en bonne voie, mais qu'elle va
elle va prendre d'autres formes en utilisant l'expérience qui a été faite et surtout les contraintes qu'il y a, que j'ai mentionnées. Premièrement, le fait qu'il y a plus d'1 million de réfugiés dans cette zone qui n'a pas encore vraiment été traitée par Israël. Et deuxièmement, qu'il faut tenir compte des sensibilités de l'Égypte, de parvenir à un accord avec elle, et je pense que c'est en bonne voie. Alors, les sensibilités, vous dites qu'il faut tenir compte des sensibilités de l'Égypte, mais on parle beaucoup de sensibilité des Américains, et on le voit aujourd'hui, tout le monde parle d'une crise aiguë entre Israël et les États-Unis, autour justement de cette opération possible dans la ville de Rafah. Est-ce que, Yochanan, vous avez le sentiment que c'est une crise passagère ou que finalement il y a là un véritable conflit, une véritable confrontation entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden, presque au niveau personnel? Alors, là, vous posez une question vraiment très importante, qui est celle de la détérioration des relations avec les États-Unis et avec le reste du monde occidental. Oui. Ce n'est pas seulement les Européens aussi. C'est une question capitale. Mais est-ce que vous me permettez, avant d'essayer de répondre à votre question sur ce sujet-là, de traiter d'une question qui est quand même très importante et qui concerne chacun d'entre nous, en tous les cas chaque Israélien, c'est est-ce qu'Israël peut obtenir la libération des 134 otages qui sont encore entre les mains du Hamas et du djihad islamique. Et ça, c'est important quand même, parce que c'est... Alors, à mon avis, oui, mais seulement pour une quarantaine. D'abord, nous savons déjà que probablement plus d'une trentaine sont morts. Il n'y a en fait qu'une centaine d'otages vivants. Sur ces 100 otages vivants, je pense qu'une quarantaine pourront être libérés. Pour le reste, pour les autres, je pense que ce qui est en train de se négocier à Qatar va nous permettre d'obtenir encore la libération d'une quarantaine. Ça peut prendre encore plusieurs semaines, mais c'est possible. Par contre, après, pour le reste, ça dépendra du progrès que nous ferons pour démanteler la force militaire et politique du Hamas. Et démanteler la force politique du Hamas, ça veut dire quelque chose qu'Israël n'a pas voulu faire jusqu'à maintenant, c'est mettre en place une alternative au Hamas. Ça, c'est incontournable. Tant qu'Israël ne traite pas de ce sujet-là, ne s'occupe pas de ce sujet-là, je pense qu'on ne pourra pas avancer. Et donc, il y a une soixantaine d'otages dont l'avenir dépend de cela, dont la libération dépend de cela. Qu'est-ce que ça veut dire une alternative au Hamas? Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous donner, nous faire une proposition d'alternative au Hamas? Il y a plusieurs idées. Il y a plusieurs idées. Et Israël y travaille, les États-Unis y travaillent, l'Égypte y travaille, la Jordanie y travaille. C'est une affaire à monter. Mais il faut le faire. On ne peut pas. Si on ne s'occupe pas de cela, le Hamas toujours reviendra. Parce que toujours il aura des éléments à sa disposition, des forces à sa disposition, des influenceurs pour pouvoir être présent sur le plan politique dans la bande de Gaza, dans la population palestinienne. Donc c'est incontournable. Il faut monter, c'est pas facile. Il y a plusieurs possibilités. Je sais qu'on y travaille, mais on ne s'est pas encore mis d'accord sur quelque chose. Pas seulement quelque chose d'israélien purement, un plan purement israélien, pas du tout. Il vaut mieux que ce soit conçu avec d'autres partenaires, avec des partenaires arabes, et bien entendu avec les États-Unis, voire avec d'autres pays européens. Alors, je voudrais revenir encore à cette crise avec les États-Unis. D'abord, essayer de comprendre s'il n'y a pas finalement une forme d'hypocrisie dans la conduite des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont aidé, bien entendu, Israël, continuent à aider aujourd'hui Israël, même sur le plan des munitions. Mais on parlait de l'Égypte à l'instant. Est-ce que comment on explique que, par exemple, ce soit toujours Israël qui soit considéré comme le responsable de l'aide humanitaire ou celui qui doit tout faire pour permettre une aide humanitaire, alors que, par exemple, l'Égypte ne fait aucun geste en direction de ces centaines de milliers de réfugiés palestiniens? Et personne ne le critique. On ne peut pas dire que l'Égypte ne fait rien. C'est pas vrai, parce qu'il y a pas mal de convois qui sont venus d'Égypte. On ne peut pas dire ça. Mais disons que la règle reconnue en droit international, c'est que c'est celui qui dispose
qui contrôle le terrain, c'est lui qui est responsable. Or, c'est la situation. Aujourd'hui, c'est Israël qui contrôle le terrain. En tous les cas, plus que d'autres facteurs. Donc, c'est normal qu'Israël soit en charge, qu'il le veuille ou non. C'est pas la force des choses, mais c'est comme ça. Ça, c'est une règle absolument de base. Celui qui contrôle le terrain, c'est celui qui est responsable de ce qui s'y passe. Oui. Bien entendu. Bon. Maintenant, la détérioration des relations dont vous m'avez parlé et qui est réelle, c'est pas seulement une tension. Et c'est pas seulement avec les États-Unis. Vous avez entendu parler de la décision du Canada, de l'Angleterre, peut-être demain. Donc, l'Angleterre, c'est intéressant. L'Angleterre, elle exige de pouvoir visiter les terroristes du Hamas, de cette fameuse unité Nourba, qui a lancé l'attaque du 7 octobre, et dont un certain nombre sont arrêtés en Israël. Donc, l'Angleterre exige que ces diplomates puissent visiter ces gens-là. C'est un problème inédit, intéressant, oui. Mais il menace de suspendre l'aide militaire, les fournitures, certaines fournitures militaires que nous achetons du matériel militaire dans le monde entier, et parmi ceux qui sont les mieux appropriés à nos besoins. Et l'Angleterre fait dépendre ça de ça. Donc, il y a une détérioration générale, c'est absolument évident. Alors, à mon avis, on peut faire face à cela, on peut arrêter cette détérioration à 3 conditions. La première, c'est qu'il faut éviter à tout prix qu'il y ait famine, que la famine s'installe dans la bande de Gaza et qu'il y ait une mortalité hors norme dans la bande de Gaza. Israël ne peut pas ne pas répondre à cette question-là. Mais il faut travailler avec les Américains, avec les Européens, avec les Émirats, mais il faut apporter rapidement une solution à cela. C'est indispensable. On ne peut pas se soustraire à ça. Même si qui est responsable de ceux qui ont provoqué, ça n'a aucun rapport. Même s'il y a une manipulation, on va dire, évidente de la part de Sinoir, de la part du Hamas, qui veut mener cette campagne. Nous savons, tout le monde sait qu'il y a manipulation. Ça n'a pas de rapport. On ne peut pas laisser les gens crever. C'est évident. C'est le minimum qu'on peut exiger de chaque pays civilisé. Israël se considère comme un pays civilisé. Donc il faut le faire. C'est indispensable. Deuxièmement, il faut qu'Israël punisse les militaires qui n'ont pas respecté le droit de la guerre et les droits des populations civiles. Il y en a. Il y a eu des cas. Mais il faut le faire rapidement. Et quand Israël veut, il peut très rapidement sanctionner ces militaires. Il est indispensable de le faire. Et troisièmement, il faut aussi commencer à travailler sur un plan de règlement du problème palestinien. On ne peut pas traiter cette question-là et améliorer nos rapports avec les États-Unis et les pays européens principalement, mais pas l'ensemble du monde occidental, sans que nous disions comment nous voyons le règlement de ce problème. On ne peut pas éviter ça. Alors bien sûr, les choses sont dynamiques, c'est lié aussi à notre capacité, à la vitesse à laquelle nous allons pouvoir démilitariser la bande de Gaza, c'est vrai, mais il faut venir avec un plan ou de notre mouture, ou un plan concocté avec nos alliés. C'est indispensable. Donc, si nous faisons cela, si nous faisons ces 3 choses, les relations s'amélioreront avec le monde occidental et avec les États-Unis. Mmh. Donc vous auriez, par exemple, si vous étiez conseiller de Benyamin Netanyahou, vous lui auriez suggéré de lâcher un peu de l'Est avec les Américains concernant l'après-Gaza, de faire une sorte de déclaration plus personnelle. Non, il ne s'agit pas de lâcher du l'Est, il s'agit de penser ensemble à ce qu'il est raisonnable et possible de faire. Non, parce que peut-être qu'il suffit tout simplement que le Hamas ne puisse pas revenir. Non, que le Hamas ne puisse pas revenir, oui, mais que... Oui. Que par exemple, Benyamin Netanyahou joue le jeu d'une certaine manière et disent aux Américains ce qu'ils veulent entendre en matière d'un État palestinien en disant oui, je suis prêt à des négociations, sans prendre l'engagement que ces négociations aboutiront à la création d'un État palestinien. Je ne pense pas que
il s'agit de plaire à qui que ce soit. Il s'agit de trouver une solution qui soit viable pour nous d'abord, mais qui soit aussi viable pour les Palestiniens aussi. La population palestinienne se trouve en Judée-Samarie, elle se trouve à la bande de Gaza. C'est presque autant, c'est presque un nombre égal. Et il faut qu'on arrive à mettre un plan, à développer un plan, à se mettre d'accord sur un plan, et qui réponde à la situation existante, de manière à ce qu'on puisse passer à autre chose, de manière à ce qu'on puisse passer à ce nouveau Moyen-Orient que l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes, et que les États-Unis et qu'Israël souhaitent mettre en place. Mais pour ça, il faut trouver aussi une réponse à ce problème. Il y a toutes sortes d'idées. Il faut venir avec des idées, avec des propositions et travailler sur cela. Et non pas dire non, ou esquiver, ou gagner du temps. Ça sert à rien. Qu'est-ce que vous ressentez, Yohanan, et ce sera ma dernière question concernant une sorte de ce positionnement des États de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, qui, elle, pointe un doigt toujours accusateur en direction d'Israël, sans jamais remettre en cause ce qui se passe du côté du Hamas ou du côté de l'autorité palestinienne. Par exemple, cette campagne visant à sanctionner des habitants juifs extrémistes dont on ne connaît même pas l'identité, qui semble être une campagne montée de toutes pièces pour salir Israël ou pour faire une sorte de comparaison entre les exactions du Hamas d'un côté et celles qu'auraient pu commettre des colons juifs. C'est pas un problème nouveau. Rappelez-vous l'histoire du label sur les produits. Oui. Et donc, dans nos agglomérations en Judée-Samarie. Bon. Ensuite, depuis cela, il y a eu aussi différentes opérations montées par des habitants, un petit nombre d'habitants des agglomérations de Judée-Samarie contre les Arabes, en détruisant leurs oliveraies, en mettant le feu à des... Non, c'est évident qu'il y a des gens qui veulent la guerre. Une partie des habitants de Judée-Samarie veulent foutre la pagaille pour faire partir les Palestiniens et ils espèrent que par la guerre, ils vont y parvenir. Israël a une position claire sur ce sujet-là. Ils sont contre ce genre d'opération. Oui, mais... L'État d'Israël, y compris tous les gouvernements Netanyahou, sont contre cela. Ah, bien sûr, ils n'ont pas toujours agi de manière ferme, même en général, c'était assez mou. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. Ça, c'est la construction d'un autre pouvoir qui conteste le pouvoir de l'État d'Israël. Israël a des lois, Israël respecte les lois, Israël respecte le droit international. Et ce n'est pas possible de laisser des populations ou des activistes se procéder de cette manière-là. Donc il faut voir aussi cet aspect-là des choses. Eh bien, Yohanan Manor, docteur Yohanan Manor, merci beaucoup d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions sur cette situation à la fois sécuritaire et diplomatique complexe. On n'a même pas abordé la situation politique. Ça sera une autre occasion. Et le Liban, on en aura peut-être l'occasion par la suite. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, shalom.